Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que je vous dis ça à chaque fois, mais j'espère sincèrement que vous êtes en forme et que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et qui dit nouvel épisode dit également nouvelle interview. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'optimisme. Et qui de mieux pour parler d'optimisme que Catherine Testa, qui du coup est auteure, conférencière et fondatrice de l'optimisme.com, un site internet du coup qui met en avant des initiatives positives en France. Et je suis très ravie de vous proposer cette interview puisque rappelez-vous, si vous me suivez depuis le début, si vous avez écouté le premier épisode de podcast, je vous avais dit d'ailleurs, dès le premier épisode, que peut-être qu'un jour Catherine Testa viendrait témoigner sur ce podcast. Eh bien, ce jour est arrivé. Je suis très contente. On vient juste de finir l'interview et je peux vous dire que c'est très riche, c'est très puissant. Accrochez-vous parce que il y a beaucoup de valeur. Donc, sans plus attendre, je vous laisse profiter de tout son partage de connaissances, de tous ses apprentissages. Écoutez bien et puis installez-vous confortablement et puis on est parti. Bonjour Catherine. Bonjour Pauline. J'espère que tu vas bien. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de venir sur ce podcast. Merci d'être invitée. Je suis ravie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand j'ai créé ce podcast, lors du premier épisode, en fait, j'ai pour habitude de faire une citation en début de chaque épisode. Et pour le premier épisode, donc le premier épisode s'appelait Comment rester positif dans un monde rempli de négativité. Et en fait, j'avais mis une de tes citations qui est donc sur ton compte Instagram. Et du coup, pour la petite blague, j'avais dit, si ça se trouve, un jour, Catherine Testa viendra témoigner sur ce podcast. Et ben voilà, on y est. Toujours faire attention à ce qu'on dit parce que souvent ça se concrétise. On est une parfaite illustration. C'est vrai, bon, voilà. Bon, en tout cas, je suis super contente. L'optimisme, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, donc je suis ravie de pouvoir parler de ça avec toi aujourd'hui. Eh bien, c'est parti. Alors du coup, j'ai fait mes petites recherches sur toi. J'ai vu bien évidemment, comme tu le mets, tu avais travaillé quand même pas mal de temps, une dizaine d'années dans le développement durable et donc le digital, et que tu as beaucoup voyagé aussi. Génial. Et du coup, en janvier 2016, si je ne me trompe pas, tu as fondé effectivement l'Optimisme, qui est du coup un site internet qui met en avant toutes les initiatives positives que tu peux retrouver sur internet, qui est génial parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'il y a sur internet, c'est quand même chouette d'avoir quelque chose sur lequel se reposer et sur lequel on peut dire waouh, c'est positif. Et on en avait besoin et surtout qu'ils parlent des gens en fait. Moi c'était ça, c'était parler de trucs qui vont bien déjà et d'une, mais aussi des histoires, des parcours, hein, un peu à l'instar de ce que tu fais sur ton podcast en l'occurrence, mais d'aller aussi raconter que on peut partir d'un point zéro et arriver à une autre entre guillemets mission de vie, hein, même si on parle pas forcément de mission de vie, mais à un autre métier. Déjà c'est pas mal et que en l'occurrence tout est permis à partir du moment où on se dit que ça peut fonctionner. C'est ça. Et donc, du coup, ça a eu un tel succès que tu as fondé l'Optimisme Pro, du coup, pour parler du bien-être en entreprise. Et donc, tu as écrit deux livres. Alors, j'ai plus les dates. Du coup, on a Osé l'optimisme, c'est ça? Ouais, 2017 et Oser être soi-même au travail, janvier 2020 en l'occurrence. Et le prochain, je les rapproche là, ça y est, je commence à avoir un bien meilleur rythme. Ça sera en septembre, du coup, non, novembre 2021. Cool, j'ai hâte. Ça dépend quand tes auditeurs écouteront ce podcast. Voilà. Le troisième sera peut-être sorti ou pas. Pas encore, mais c'est top. Du coup, je suis super ravie de t'avoir aujourd'hui. Alors, moi, j'ai une première question pour toi, mais une question qu'on t'a sans doute très souvent posée, mais je pense que c'est important de le définir pour les personnes qui nous écoutent. Pour toi, du coup, qu'est-ce que c'est que l'optimisme, tout simplement?
Ouais. On me l'a beaucoup posé, j'ai toujours beaucoup de mal à y répondre, hein, même 5-6 ans après. Pour moi, c'est quelque chose d'actif en l'occurrence. C'est pas la caricature qu'on peut voir à travers l'optimisme en France, qui est un peu confondre l'optimisme avec la naïveté. Pour moi, l'optimisme, c'est partir du prérequis qu'on peut participer à son parcours de vie et d'une, et bah, de facto essayer de construire une société un peu plus chouette en fait. Donc, c'est quelque chose de, à la fois qui inclut une sorte de vision sociétale, mais aussi son incarnation peut-être dans la société et aussi de mise en marche, en fait. Et donc, c'est pour ça que l'optimisme, c'est quelque chose d'actif et c'est bah, ni plus ni moins que le prérequis à toute action, voire à tout changement, hein, qu'on ait envie, je ne sais pas, de devenir artiste, consultant alors qu'on a fait carrière dans les assurances pendant 25 ans, ou qu'on ait envie de se mettre en couple, de changer de compagnon, de compagne. Voilà, enfin, tout se base sur un postulat d'optimisme, sinon on ne fait rien. Donc voilà, pour moi, l'optimisme, c'était vraiment le prérequis à l'action. Mm. Et c'est important que tu mettes en avant aussi le fait que je trouve qu'en France en tout cas, mais dans la société aujourd'hui, je trouve que l'optimisme est assez mal vu et souvent effectivement assimilé à une certaine naïveté, comme tu le dis. Ouais. Enfin, Ouais, parce que l'optimiste, en fait, on croit que c'est celui qui n'a pas compris les dangers potentiels futurs et à venir, en l'occurrence. Et c'est pour ça que peut-être que j'ai réussi à parler d'optimisme parce que je viens d'une veine développement durable. Enfin, j'ai bossé là-dedans pendant une dizaine d'années, comme tu l'évoquais. Ma nature, elle n'est pas spécialement à l'optimisme, hein, mais mes copains sont tous des collapsologues, hein, tous persuadés que le monde va s'effondrer à horizon 2030. Je suis plutôt assez d'accord en plus avec eux. Donc, on peut se dire, bah, pas très optimiste, elle nous parle d'optimisme. Mais non, par contre, je suis convaincue qu'on peut aussi avoir une responsabilité individuelle et collective en l'occurrence et qu'on peut bah, mettre un train en marche pour aller changer des choses dans la société. Et ces choses, parfois, c'est le parcours de vie perso, familial, amical, monde du travail, quelle que soit son envie, on peut y aller en l'occurrence et ça va effectivement, c'est pas un optimisme béat, naïf qui se dit bah, de toute façon les systèmes s'autorégulent, il n'y a pas de problème. Ouais, enfin en même temps, les matières premières sont limitées, c'est pas mécaniquement parlant, quantité non infinie sur besoin infini, problème en fait. Mais voilà, l'enjeu c'est de surtout pas nier les problèmes, ne pas nier une réalité de l'existant, parce que, disons-le, on enregistre ce podcast en 2021, on est quand même bien contraint par l'existant à tout point de vue. Par contre, je suis convaincue qu'on peut en fait agir et qu'on n'a pas le choix en fait. On peut plus se laisser à l'indolence du pessimisme qui se dit bon bah perdu pour perdu, je reste sous ma couette ou en PLS ou je profite de façon complètement curieuse, sans conscience en fait des choses parce que de toute façon tout va s'effondrer. Alors bon, autant en profiter. Donc voilà, l'optimisme c'est pas ça en l'occurrence. C'est de la construction et pour moi, pour un futur un peu plus souhaitable aussi. ouais, tout à fait. Et je pense qu'actuellement, c'est vrai que comme tu le dis, 2021, c'est pas forcément la meilleure année non plus. Et avec tous les challenges qu'on a, je pense qu'on en a tous besoin et que ça force aussi certains, je pense, à faire preuve d'optimisme aussi. Et on n'a pas le choix, en fait, parce que s'il y a plus... Enfin, les pessimistes ont tout autant leur place que les optimistes dans la société, hein, les réalistes. Enfin, on a tous une place. Il y a pas du mieux, il n'y a pas du moins bien, parce que si on n'avait que des optimistes, c'est certain qu'en fait, on se cramerait les ailes, probablement, en termes de société. Mais l'enjeu, c'est de se dire, OK, les pessimistes sont là pour alarmer, les optimistes sont là pour dire, OK, pessimiste, on t'entend. Avec les réalistes, on a vraiment construit le terrain et nous, optimistes, on va essayer de prendre les devants pour faire avancer aussi les choses, pour donner l'exemple, quitte à ben, voilà, parfois oublier des dangers potentiels, parfois prendre des risques, peut-être plus que d'autres, etc., etc. Mais on a besoin en fait de nous, en fait, sociétalement parlant, j'en suis plus que convaincue en fait. Hein. Et c'est pas facile de se laisser aller à l'optimisme. Hein. C'est pas Non, facile. effectivement, ça demande un peu d'entraînement quand même, ouais.
d'entraînement et on est dans une société où on nous a pas appris à être optimiste, hein. On nous a appris à être plus ou moins des exécutants, à nous dire quoi faire, à nous faire peur, hein. Quand on consomme du média, enfin, on a l'impression que le monde est fait de catastrophes et de mecs qui en égorgent d'autres. Bon, enfin, c'est des, voilà, c'est des faits divers, hein. C'est pas une réalité sociétale. Il y en a, hein, c'est triste, hein, mais voilà, si on pose le regard sur ce sur quoi on veut poser le regard. Et puis, pourtant, il y a plein d'engagés, en fait, qui sont des engagés silencieux, des optimistes silencieux, qui n'ont pas attendu, en fait, pour agir. Et c'est ça aussi que je voulais beaucoup mettre en exergue et en lumière sur l'optimisme.com ou même sur le point pro, sur tous ceux qui font avancer les entreprises. C'est de dire, enfin, pas la peine d'attendre que d'autres le fassent. À notre échelle, on peut contribuer. Et c'est parce qu'on voit que d'autres essaient d'avancer que du coup, tout d'un coup, on se donne la capacité soi-même d'avancer en se disant, bon, alors si lui, il a réussi, bon, il est comme moi, lui, en fait. Et donc, je trouve que ça donne un élan et un enthousiasme de vie qu'on est en train de perdre en 2021. Et j'ai envie de dire quand même que même les plus optimistes sont tout aussi vulnérables que les autres aujourd'hui. On a tous peur pour nos proches. Voilà, enfin, c'est normal, en fait. Bien sûr, ouais, j'adhère complètement. Il y a une question que moi je me suis toujours posée et peut-être que c'est une question bête, mais c'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce qu'il y a une différence entre être positif et être optimiste? Ouais, alors pour moi, hein, je veux surtout pas théoriser parce que je pense qu'il y a beaucoup de science, hein, sur ce genre de sujet. Dans le positif, ça va être quelque chose de déjà plus court, moins, moins fort sociétalement que l'optimisme qui est une vision en fait d'avenir. Le positif, c'est bah voilà, on est heureux, on a de la joie, on est dans de l'instant présent et il y a moins cette vision en fait vers l'avenir. En Ouais, fait, quand on est positif, tu vois, on est rarement positif par anticipation. Tu vois, à ouais, part quand tu pars faire des belles vacances, encore tu peux te stresser pour chercher un truc, tu vois. Il y a pas cette vision, en fait. Le positif, c'est vraiment de l'instant présent. C'est très précieux, hein, parce que quelqu'un qui émane de la joie de vivre, etc., c'est important. Que l'optimisme, c'est posé souvent sur de l'action. Voilà, le positif, ben, c'est pas la même chose, en fait. C'est deux notions qui sont assez différentes, mais l'optimiste va souvent être positif parce qu'il va savoir aussi valoriser les succès. Il va savoir peut-être poser son regard sur des choses qu'on ne voit plus, sur la beauté de la nature, enfin, voilà, alors qu'il est en train d'étudier les scénarios catastrophes de consommation d'énergie dans le monde, en fait. Voilà. Mais il va être optimiste parce qu'il va savoir aussi aller chercher dans l'instant présent du positif parce qu'il en a besoin. Parce que très vite, en fait, dans un climat anxiogène, on perd notre optimisme, on perd notre enthousiasme, on perd le positif, en fait. Parce que mécaniquement, nos pensées retiennent plus. On dit souvent entre 2 et 13 fois plus. Donc, dans les études, enfin, on dit souvent une pensée négative se retient 5 fois plus qu'une pensée positive. Bah, ça, c'est un fait, en fait. C'est un fait qui a été démontré par la science. Vous pouvez vous référer à Philippe Rodet, par exemple, hein, qui en parle très bien dans tous ses livres. Bah, voilà, ça, c'est entre guillemets du positif. Et l'optimisme, c'est, voilà, j'ai de l'optimisme d'action, en fait. Mais c'est vraiment comme ça, voilà, comme ça que je le vois. Et surtout, parce que c'est ma vision qui est dans la non-passivité, surtout. mm. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, ça m'aide en tout cas à bien voir du coup la différence entre les deux parce que c'est quelque chose, je me suis toujours posé effectivement cette question-là. Et ça me fait penser, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, je suis le genre de personne qui... j'adore le soleil, tu vois. Quand il fait beau, tout de suite, je me sens effectivement plus positive. Je sais que je saoule mes proches parfois à leur dire, oh, qu'est-ce qui fait beau, ça fait du bien, on est bien au soleil et tout. Et ouais, c'est vrai que ben, dans ces moments-là, on sent positif et ça fait du bien, quoi. Et je suis comme toi, et pareil, hein, sur le soleil, je peux te répéter 50 fois que je suis hyper contente parce qu'il fait beau dans une journée. Alors, ça ne se voit pas pour tous les auditeurs, mais là, on est en avril je suis bronzée parce qu'en fait, je vais optimiser le soleil. C'est-à-dire que c'est vrai que je vais être très contente quand je vois du soleil. Par contre, je vais savoir ne pas hurler quand il pleut. Je viens de Normandie, donc autant vous dire que voilà, je suis pas du Sud. Par contre, je vais savoir savourer quand il y en a et je vais savoir pourquoi je me sens moins bien
Parce que je vais me dire, ah bah ouais, effectivement, il n'a pas fait soleil depuis 2 semaines. Ben voilà, ça joue sur mon moral. L'enjeu, c'est pas forcément de contrer, en fait. C'est pas de se dire, bah, on va tous déménager en Andalousie, mais c'est de se dire, OK, face à ça, maintenant, je sais identifier, en fait, des flux, tout simplement, de pourquoi je me sens plus ou moins bien en fonction. Oui, d'accepter en fait tout simplement. D'accepter Ça de va ça. pas. Voilà. Et du coup, moi, je fais partie de ceux qui savent valoriser le soleil. Il fait beau, t'es sûr que ma journée, il peut se passer plein de trucs, il a fait beau, en fait. Je vais avoir retenu ça. Ouais, ça paraît très bien dit comme ça, mais comment est-ce qu'on cultive l'optimisme au quotidien? Je sais qu'on est dans une période quand même assez compliquée aussi, assez challenging pour chacun d'entre nous. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont en train de créer leur entreprise aussi et d'essayer de décoller justement, quoi. Comment est-ce qu'on reste optimiste? Comment est-ce qu'on cultive son optimisme? Alors, on va dire que c'est multifactoriel, hein. C'est pas en faisant un truc qu'on va être optimiste, hein. Ça dépend évidemment d'où on part, ça dépend du système éducatif, de nos proches, de nos parents, enfin de tout un tas de circonstances, de se sentir ou pas optimiste à un instant T. Donc il y a tout le passé qui jaillit sur nous, il y a l'environnement, mais il y a quelque chose que je crois que je définis de plus en plus, c'est la capacité d'apprentissage. En fait, c'est vrai que 2020, 2021, pour tout entrepreneur, hein, voilà, j'interviens beaucoup auprès des entrepreneurs, pour toute personne, presque, j'ai envie de dire, ça nous a quand même remis en question, qu'on ait absorbé le questionnement ou pas, ça nous a poussé dans des retranchements, ça nous a fait peur, voilà, c'est pas, et l'année 2020, on pourrait se dire, oh mon Dieu, quelle année difficile en l'occurrence, parce que fatigue, voilà, pression surtout, enfin, voilà, tu évoquais les indépendants, quand on est indépendant, quand on n'a pas de pôle emploi qui tourne ou autre, on est vraiment, entre guillemets, à sec, hein. Donc, voilà, faut aller l'accepter. Moi, ma question, en fait, ça a été de me dire à un moment donné, OK, mais quel est l'apprentissage de tout ça? Je crois que les optimistes, ils arrivent à rester optimistes en se disant, je suis en train de vivre un apprentissage. Et depuis que j'ai un peu intégré ça, je me dis, effectivement, en fait, toute période de vie est un apprentissage. Je veux dire, une rupture est un apprentissage, un deuil est un apprentissage. 2020, 2021 sont des apprentissages. Est-ce qu'on s'est rendu compte que finalement, on était capable de vivre peut-être un peu moins? Est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on nous a poussé dans nos retranchements, du coup, que peut-être, hein, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout fait pour nous, hein. Il y en a quelques-uns pour qui c'est pas fait. D'autres qui se disent, finalement, je gère plutôt bien, hein, comparé aux autres, et ceux qui se disent, de toute façon, c'est comme ça, j'accepte, je passe du temps, du coup, à m'enrichir. Par exemple, moi, pendant les confinements, les étudiants, souvent, ils venaient me voir en me disant, ça va pas, c'est compliqué. Je leur disais, apprenez quelque chose qui vous fait plaisir, en fait. Tout le temps où vous n'allez pas voir d'autres personnes, utilisez-le à l'apprentissage, parce que ça, c'est quelque chose, voilà, qu'on ne vous retirera pas, vous aurez forcément appris quelque chose. Et c'est vrai, pour travailler l'optimisme, je pense que la notion d'apprentissage est hyper intéressante. Et souvent, je donne cette métaphore moi, j'ai l'impression d'être un peu dans un jeu vidéo. Il y a des mondes qui se succèdent, hein, comme dans Mario, où de temps en temps, on est un monde sur la terre, sous la terre, puis après, on est dans le ciel, etc., etc. Et puis, on passe le drapeau final et puis on change de monde. Et moi, c'est un peu ça que je me dis, en fait. On est dans le monde, entre guillemets, 2020-2021 pour le moment. Et puis, on va gagner des pièces, on va gagner des apprentissages. Et puis, on va un jour être sur ce drapeau et on va passer à un monde qui va être peut-être complètement différent, peut-être pas du tout. Peut-être qu'il va se ressembler, mais celui d'après sera encore plus différent parce que il y a on va dire, il y a une rétention du temps et de temps en temps, les conséquences, c'est pas horizon 1 an, mais c'est 2, 3, 4, 5. Donc, soyons prêts à vivre des mondes un peu différents. Mais j'aime bien cette métaphore, en fait. Elle me rend optimiste parce que, voilà, enfin, je fais partie des touchés, enfin, j'ai perdu un proche. Enfin, bon, bref, ça a été compliqué l'année. Mais, voilà, ça a été un apprentissage et je crois que c'est probablement, pour moi, une des meilleures façons de rester optimiste. Il y a évidemment, en termes d'entrepreneuriat et d'indépendance, l'entourage. Ceux qui nous comprennent toujours le mieux sont les autres indépendants. Voilà. On sait ce que c'est. On sort de la théorie de ce que nous disent nos anciens collègues, nos potes, notre famille, qui sont au demeurant des gens bienveillants envers nous, mais qui ne se rendent pas compte du contexte. Ouais. Donc, s'entourer,
de gens qui nous comprennent. Je pense que ça serait vraiment le deuxième conseil pour cultiver l'optimisme. Et le troisième, ça serait donc je parlais d'apprentissage, donc de noter, de valoriser l'apprentissage de tout ce qu'on a appris, même si on s'en est pas rendu compte, si l'apprentissage il a été involontaire, mais aussi continuer à tracer des plans en se disant, je ne vais pas avorter tous mes plans pour autant, parce que en fait 2020 et 2021 sont passés en fait. Donc ça serait vraiment le troisième conseil, de continuer à avoir une vision qui est peut-être un peu plus court terme, qui est peut-être moins entre guillemets business, mais plus valeur, tout simplement parce que, mais qu'est-ce qu'on sait, est-ce que le système financier existera encore dans 5 ans? Moi, j'en ai aucune idée. Hein. Je ne sais pas et je ne veux pas poser de postulat, mais je me dis, si nos valeurs, c'est ça, si notre mission, c'est ça, etc., on va pivoter comme ça, on va pouvoir avoir le cap et entre-temps, le bateau, il peut être fortement valdingué, enfin voilà, il peut se passer plein de choses, mais on sait la direction dans laquelle on va. Ça me parle beaucoup, tout ce que tu dis, effectivement. Moi, l'année dernière, pour partager un petit peu l'histoire, l'année dernière, juste avant le début du premier confinement, en fait, j'étais censée partir déménager à Vancouver. C'était le bon moment. J'étais censée partir déménager, j'avais mon visa, j'avais mes valises qui étaient prêtes et j'avais mon billet d'avion qui était censé décoller 2 jours après, je crois, l'annonce du confinement, enfin juste après. Oh là là. Je ne suis pas partie. Mais autant sur le moment, effectivement, ça a été un petit peu difficile de l'accepter. Mais avec le recul, quand j'ai fait le point sur mon année 2020, je me dis j'ai quand même vachement appris. J'ai quand même appris énormément de choses, beaucoup plus en une année que les autres années. Et ça, c'est quand même chouette, quoi. Ouais, et c'est vrai que de temps en temps, et le temps est non absolu en parallèle. C'est-à-dire que repartir à Vancouver, tu as quand même une quarantaine d'années, peut-être 50 devant toi pour y aller. Oui, bien sûr. Donc finalement, en fait, je trouve que cette indécence qu'on avait et cette non-humilité face au temps, finalement, on l'a réappris en se disant, mais pourquoi je veux que ce soit là, cette année, en 2020, et qu'est-ce que ça me changera si c'est en 2022, en fait? Parce qu'entre-temps, il y aura peut-être qu'en 2022, on rencontrera des gens qu'on n'aurait pas croisés en 2020. Il y a plein de raisons potentielles, en fait, à ce que l'année 2022 soit meilleure que l'année 2020. Mais notre petit ego, souvent, nous fait dire « Ah, c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'avais prévu ça. » Mais c'est la même chose en termes de business, en termes de machin. On te dit « Mais alors, il faut que tu fasses ça, de la croissance, machin, à 3, 5 ans. » Enfin, moi, j'ai baigné dans de l'entrepreneuriat comme ça. Puis je me disais « Mais attendez, moi, je peux vous tirer les cartes à ce stade-là. C'est la même chose. Qu'est-ce que vous savez ?» Enfin, je me rappelle, mon comptable, un jour, je lui ai dit l'an passé, quand il me demande les bilans, les prospectives, enfin, les projections sur une année, il me dit, à un moment donné, je lui ai dit, mais je peux te tirer les cartes. Enfin, en 2019, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse dire à mes bilans? Tu peux faire dire tout ce que tu veux à des chiffres, en l'occurrence. Après, effectivement, c'est important d'en avoir parce qu'on sait ce sur quoi on va aller travailler, en fait. Ça peut rassurer certains types de personnalités et moi c'est le contraire en fait, me dire que je vais poser des chiffres un peu au hasard, voilà, même si je sais que ça peut marcher, j'ai envie de te dire, tous ceux qui avaient fait des projections en janvier 2020, autant te dire que les projections en mars, elles étaient plus bonnes, donc il a fallu refaire carte rase. Donc l'enjeu pour moi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des valeurs, de la direction, c'est de se dire, et bien sûr, il faut quand même avoir de la gestion parce qu'une entreprise ne tourne pas sans gestion. Par contre, il ne faut pas que ce soit un absolu parce que sinon, on se fait beaucoup de mal en fait. On se fait beaucoup de mal, surtout en tant qu'indépendant ou je ne sais pas pourquoi aux indépendants. Alors moi, c'est un peu différent parce que j'ai une entreprise, mais au démarrage, quand j'étais encore toute seule, on passait son temps, mais alors, tu as envie de ce que tu fais? Ça marche bien ce que tu fais? Attends, est-ce qu'on demanderait à un salarié Total si ça marche bien son business de vente de camions, de litres d'essence en fait? Non, on ne poserait pas la question. Et pourtant, aux indépendants, on leur pose sans arrêt et c'est très violent parce que de temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça marche moins bien et c'est bien la normalité en fait de tout indépendant. J'en connais pas un qui n'ait pas des fluctuations, des années incroyables et puis l'année d'après, il se passe moins de choses et puis tout va bien pour autant en fait. Et la question que les autres posent, je trouve ça très difficile en fait. Ouais, mais souvent, c'est des personnes qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là aussi et qui, du coup... Pas du tout, pas du tout. Alors, t'en vis, c'est hyper bizarre. Ça... Mais quoi répondre à ça? Ouais, mais ils ne se rendent pas compte, en fait. Mais par contre, je sais que ça peut mettre en souffrance quand on est en zone de doute en tant qu'indépendant. En plus, on doit rassurer les autres sur son propre business.
Et donc, je trouve que c'est un peu double peine parce que déjà, soi-même, on n'est pas très sûr de ce qu'on est en train de faire, surtout quand on bosse dans des trucs un peu innovants. Quand on bosse pas dans du business as usual, quand on bosse pas sur des thématiques qui ont déjà été vues, en fait, quand on fait de l'inno, hein, quand on bosse voilà, sur des futurs ou des choses comme ça, et typiquement, c'est un peu très, très rapidement, on est dans le flou et c'est normal en fait. Ouais. Oui, c'est bien de le dire, c'est normal d'être dans le flou. Et puis j'ai envie de dire aussi que même le plus rassuré parce que ultra bordé, là, la société bouge tellement, tellement vite qu'il ne l'est même plus. Ou peut-être qu'il croit l'être et pourtant il ne l'est pas. Et inversement, le plus flou peut devenir un géant demain sans même s'en être rendu compte au passage. Alors, j'ai envie qu'on parle un petit peu de réseaux sociaux ou de marketing en tout cas sur les réseaux sociaux. Alors déjà, j'adore ta ligne éditoriale avec les couleurs, le bleu, le rose. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça hyper joli. C'est ma seule ligne éditoriale parce que je pense que le contenu part un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que maintenant j'ai gardé les visuels. Il y a une homogénéité sur les visuels que j'ai mis un paquet de temps à trouver aussi. Ouais. Mais Ouais. franchement, ils sont chouettes. Et ça, j'aimerais le dire aussi parce que, un peu comme toi, moi, le marketing, ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours plus ou moins su ce qu'il fallait faire, en fait. Alors, ça s'apprend, hein, bien sûr, mais tu vois, j'ai toujours eu cette veine d'avoir la curiosité du marketing et je me rendais bien compte qu'il fallait avoir un style à soi, tu vois. Sauf que j'étais pas graphiste. Les styles, il y en avait beaucoup qui étaient tout trouvés partout et du coup, tout le monde employait les mêmes et je galérais. Mais j'ai mis, je sais pas, 3-4 ans à trouver mon style, hein, parce que j'avais plusieurs genres qui me plaisaient, de l'ultra neutre noir et blanc, parce que moi j'aime bien le noir et blanc, au truc hyper pétillant, parce que je me disais, l'optimisme, ça vit, tu vois, et j'aimais autant les deux et j'arrivais pas à me décider. Donc, je suis passée par des phases quand on remonte mon feed Instagram, franchement, c'est dégueulasse. Et puis, je me disais, j'ai pas envie de me mettre en photo, en fait. Donc, c'était très compliqué pour moi au démarrage. Donc, je savais quand même qu'il fallait se montrer un peu et je me disais, mais attends, mais en même temps, moi, je suis auteur, je suis pas autre chose, en fait, tu vois. Donc, j'ai me mettre d'accord avec moi-même, mais ça m'a pris, je sais pas, 3 ans. Donc déjà, à tous ceux qui écoutent et qui se disent, ah, il me faudrait une patte, de temps en temps, ça vient. Vous comprenez pas trop pourquoi, mais vous trouvez votre style parce que une bonne adéquation entre une couleur, un ton que vous voyez qui plaît aux autres, ça devient votre style. Mais parfois, ça prend du temps, en fait. Ouais. Et puis ça évolue aussi après, en fonction de tes Ça évolue, ça y est, moi je me suis un peu lassée du rose, alors là je pars un peu plus sur le beige et bleu, tu vois, et en plus t'as envie d'essayer d'autres choses quand t'as trouvé ton truc, c'est ça le pire là-dedans, mais voilà, en tout cas sachez que ça peut prendre du temps et puis qu'un jour ça peut, voilà, on trouve la patte en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on parle d'optimisme sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que tu parles d'un sujet? Alors ça, c'est une vraie question parce que de temps en temps, je me dis, j'ai l'impression que je partage plus de pessimisme que d'optimisme. Et ça, c'est un vrai paradoxe. Comme je viens du développement durable, comme je suis passionnée par des sujets tels que les biais cognitifs, tels que, par tous les enjeux sociétaux, moi, ça me passionne à titre perso. Mais mon pourquoi dans la vie, c'est l'optimisme en fait. Mais pour moi, l'optimisme vient sur un terreau de curiosité. Et tout à l'heure, on parlait des clés à l'optimisme. Pour moi, la curiosité en est une. C'est-à-dire que si tu comprends bien les choses, tu les bordes, tu sais les analyser en fait. Plus tu comprends toutes les erreurs d'analyse que tu fais avec des biais cognitifs et autres, plus tu comprends tes erreurs de logique, plus ça te donne de la réassurance dans ta connaissance, plus derrière, tu peux te permettre de dire là, il faut être optimiste en fait, pour aller de l'avant. Donc, pour parler d'optimisme, c'est assez complexe et c'est un peu triste parce que je me rends compte que quand je pose des questions sociétales, en l'occurrence, j'ai des audiences de dingue sur LinkedIn. Par contre, très peu de likes parce qu'il y en a parfois qui sont violentes. Je donne l'exemple, on est le 5 mai, donc aux alentours du 3 ou 4, ouais, du 2 peut-être, du 2 ou du 1er mai, j'ai mis un dessin qui était un dessin qu'un ami a fait où on parle de la réalité virtuelle. Enfin bon, bref, le sujet est lourd. J'ai eu une énorme audience et les gens n'ont pas osé liker. C'était ça qui était marrant. C'est-à-dire que je voyais que les gens étaient allés dessus, je voyais l'énorme audience et les gens n'osent pas liker parce que c'est dur d'aller liker et c'est dur de partager. Pourtant, moi, je veux continuer à poser des questions en fait. Je veux continuer à
parfois ne pas être optimiste. Par contre, en parallèle, ben, je me dis, il faut que je contrebalance aussi avec des messages d'espoir pour donner à tous l'envie aussi d'agir, avec des exemples de gens qui agissent, parce que les choses, elles ne changent pas par la théorie. Je peux faire de la théorie de l'optimisme, Bien ça ne sûr. va rien faire. Les choses, elles changent par l'exemple. Donc, je me suis rendu compte que pour parler d'optimisme, il fallait déjà dire, attendez, l'optimisme, c'est pas la naïveté. Et c'est pour ça, hein, au démarrage, il faut savoir que j'osais même pas parler d'optimisme. Je me disais, ils vont tous penser que j'ai pété une durite, en fait, que j'ai un truc qui a déboulonné dans le cerveau. Comment elle passe de limite collapso à l'optimisme. En plus, je suis passée entre les deux au digital, qui m'a pas franchement rassurée sur notre société. Puis, bah voilà, en fait, en l'occurrence, il faut aussi expliquer, en fait, et bien expliquer les choses en disant, je ne vous fais pas d'injonction à l'optimisme, je ne vous fais pas d'injonction au bonheur, je vous fais pas, voilà, je vous pose des questions. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé mon angle, c'est surtout en questionnant, en disant, moi, j'ai pas de vérité, en fait. Mm. Bah oui, c'est ça, et ça lance le débat du coup, donc forcément ça incite aussi les gens à répondre et à donner leur avis sur le sujet aussi. Bah oui, c'est ça. En fait, ça leur dit, je suis pas tout seul. Parce qu'il y a ça aussi en France. L'optimisme, on paraît plus érudit, en fait, à parler des problèmes. Moi, on peut me lancer dans n'importe quelle conversation sur l'environnement, sur la démocratie, sur l'impact du transhumanisme. C'est mes sujets. Donc, en fait, à partir du moment où on se dit, elle est un peu naïve, attends, viens, on va papoter. En fait, j'ai pas du tout toutes les connaissances. Par contre, j'ai suffisamment de curiosité. Et aujourd'hui, avec l'optimisme, tu es suffisamment entouré de gens qui sont des sachants dans leur domaine pour savoir voilà, de quoi je parle et de quoi on part. Donc, je dirais que ça commence un peu par ça, en l'occurrence, de déjà aller répondre aux oppositions qu'on va te faire. Par contre, à un moment donné, j'ai tombé dans le travers inverse. Quand je parlais beaucoup de bien-être en entreprise, j'avais tellement l'habitude de devoir réexpliquer que le bien-être en entreprise, c'était pas un baby-foot et des petits-déj, globalement, que je m'étais rendu compte que j'expliquais même plus ce que c'était, je passais mon temps à expliquer ce que ce n'était pas. Et là, c'était n'importe quoi, en fait. Mais donc, voilà, l'enjeu, c'est toujours probablement ce juste milieu entre parler de son sujet, questionner les autres sujets pour montrer que le sujet n'est jamais pris que dans sa globalité. Et l'optimisme, c'est un sous-sujet de l'éducation, du développement durable, du lien intergénérationnel, de la diversité, enfin, de tout un tas d'autres sujets, en fait. Ouais. Quand on parle de création de contenu, moi, ce que je remarque aussi très souvent avec mes clients, mais avec les personnes avec qui j'échange, c'est que souvent, comme tu l'as dit au début, on n'arrive pas à trouver sa patte aussi au début en créant du contenu et on a tendance à se caler un petit peu d'abord sur ce que font les autres aussi. On regarde ce qui se fait et puis on va tester certaines choses ou pas. Et on a peur de se mettre en avant aussi, forcément. D'où elles viennent ces peurs-là, selon toi? Se mettre en avant, c'est s'exposer à la critique, en fait. Et c'est admettre qu'on ne plaise pas à tout le monde. Donc, bêtement non, logiquement, se mettre en avant, c'est pas naturel quand tu n'as pas une personnalité à visée politique ou à visée égotique. S'exposer, c'est compliqué, en fait. Hein. Et de temps en temps, moi, je me dis, c'est parfois violent parce qu'on me fait dire ce que je n'ai pas dit, parce qu'on interprète ce que je dis. Et puis, plus tu as d'audience, plus en plus, de toute façon, tu ne fais pas l'unanimité. Et l'enjeu, c'est d'être très tranquille avec ça, en fait. C'est de se dire, comme tu l'évoques au démarrage, tu disais, on a souvent tendance à regarder ce qui se fait ailleurs et répliquer. Alors, j'ai quand même donné ces deux anecdotes. Moi, ma meilleure pote, un jour, au démarrage, elle m'a dit, Catherine, les citations, quand on cite les gens, c'est qu'on n'a rien à dire soi-même. Elle m'a traumatisée avec cette phrase parce que mais j'y ai vraiment cru, hein, j'ai failli y croire. Hein. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est curieux parce que, en fait, moi, les phrases, ça m'inspire des réflexions. Et je suis désolée, hein, citer Socrate, Platon, pour le moment, moi, je cite des philosophes contemporains qui m'inspirent beaucoup, en l'occurrence, parce que ça me fait avancer, ça me fait réfléchir. Et en fait, cette phrase où je me suis dit, c'est vrai, c'est que j'ai rien d'autre à dire. Mais enfin, de toute façon, rassurons-nous, tout a déjà été dit depuis l'Antiquité. Donc, on dira
probablement la même chose dans des mots différents et tout va bien. Et donc déjà peut-être cette notion de citation, alors il y en a peut-être un peu trop maintenant, mais il y en a il y a des milliers de choses qui n'ont pas été dites, hein. Comme tu l'évoques, on regarde ce qui se fait, mais attendez, prenez un bouquin, dans un bouquin, il y a 1000 phrases qui sont incroyables, qui n'ont jamais été dites ailleurs, et du coup arrêtons peut-être aussi de reprendre les citations qui tournent sur Internet, lisons, et on se rend compte que de temps en temps, des auteurs, hein, ont mis des bons mots sans même eux-mêmes s'en rendre compte. Que nous, dans nos yeux de lecteurs, on se dit « Ah, ce mot, il est incroyable, en fait. » Et donc, voilà, donc c'est peut-être ça. Allons chercher ce qu'on peut aussi dire de différent, même si c'est citer quelqu'un d'autre qui nous a fait réagir. Et la deuxième chose, c'est que moi, je venais des US, en fait. Et je voyais beaucoup ce qui se passait aux US, hein, en matière de motivation, d'entrepreneuriat. Et c'était pourtant en 2012, 2013 à l'époque. Et je me disais, mais ça arriverait jamais en France. C'est pas possible. C'est trop grotesque. Pour moi, c'était grotesque. Et je me disais, mais non, Catherine, tu vas pas faire ça. C'est pas le style français. Bah, tu parles maintenant, tu as plein de gens qui font exactement ce qui se faisait il y a 10 ans en France parce qu'eux ont osé le faire. Comme moi, je me suis dit, alors après, voilà, c'est mon côté probablement auteur, réfléchi, et j'ai pas pour vocation à faire du coach motivationnel, quoi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça, moi, je me disais autrefois, ça ne passera jamais en France. C'est pas possible. Bah, si, la réalité, c'est que c'est possible. Hein. Si ça marchait là-bas, ça marche aussi. Voilà. Donc, vraiment, c'est cette... oser essayer, mais effectivement de se dire, on ne plaira pas à tout le monde. Hein. Et c'est sûr que... Et en termes... pour faire la paix avec ça, moi, j'ai un caractère, effectivement, qui est plutôt... Voilà, j'aime bien échanger, en fait. J'aime bien... je trouve que c'est voilà que les échanges sont vigoureux. J'ai une personnalité un peu peut-être plus extravertie, moins carrée, parce que pensée systémique, effectivement, quelqu'un qui est en face a une pensée très linéaire, très carrée, très construite, je lui parlerai bien moins que quelqu'un d'autre. Et tout va bien. Il se dira, je comprends pas ce qu'elle me raconte. Ouais, tout va bien, en fait. Il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, quelqu'un d'autre te correspondra mieux. Et c'est ça aussi, c'est faire à la paix, en fait, avec son ego qui veut satisfaire et plaire à tout le monde. Mais ça, c'est pas possible. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on peut pas plaire à tout le monde. Non. Et en termes de clients, après, en étant soi-même, et ça, c'est ce que j'évoque aussi beaucoup dans le deuxième livre, on attire des gens avec qui ça résonne. On attire des gens qui sont, entre guillemets, un peu comme nous, qui ont la même client, presta, peu importe, hein, on a la même façon de bosser. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus élégant, en fait, de bosser avec des gens qui sont comme nous. Parce que des gens qui sont à l'opposé de nous, ils auront les clients qui sont à l'opposé de nous, en fait. Et donc, tout va bien. Et donc, c'est pour ça, enfin, voilà, moi, j'ai vraiment galéré à mettre ma patte, à mettre sur LinkedIn des trucs que je postais sur Instagram en me disant, attends, un mec ou un mec ou une nana qui me suit sur Instagram, attends, c'est un RH. Surtout, moi, je suis plutôt suivie par du 30-50 ans, en fait, hein, tout simplement. Donc, je suis plutôt suivie sur Instagram et je me disais, mais c'est les mêmes sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que je me mets aussi une limite dans mes codes? De toute façon, si vous avez envie que je fasse une conférence chez vous, ma personnalité, elle sera toujours la même. Donc, je ne vous ferai pas un truc rectiligne avec des PowerPoint en 17 chapitres. Ça ne correspondra pas à tout le monde, probablement à une grande majorité, mais si vous cherchez un truc très rectiligne, ça sera jamais moi. Je suis plutôt fantasque, même mon style d'écriture, tu vois, sur les posts, c'est un peu fun, c'est un peu décalé. Et de temps en temps, je dis des trucs, franchement, qui sont complexes, hein, à entendre de façon hyper légère, en fait. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'en restant soi-même, on attire forcément aussi des gens qui nous ressemblent. Donc, voilà. Et puis, on repousse d'autant plus des gens qui ne nous ressemblent pas. Hein. Donc, tout va bien. Quand on se dit, c'est pas qu'il y a un mieux, c'est pas qu'il y a un moins bien, c'est juste que notre personnalité, elle est comme ça. Donc, on ira plus vite à pas taire notre personnalité, en fait. Ouais. D'où l'importance d'apprendre à se connaître aussi, du coup. D'où l'importance d'apprendre à se connaître. Mais je crois que l'entrepreneuriat, c'est vraiment... il faudrait chercher, mais le meilleur outil de connaissance de soi, c'est d'entreprendre. Ouais. On est face à ses limites, on est face aux limites des autres, on est face à ses angoisses, on est face aux angoisses des autres, on est face, on a personne en backup, on se pose les questions, mais est-ce que j'ai choisi ce que j'avais vraiment envie de faire? Enfin,
Donc, c'est une grande expérience d'exploration et de connaissance de soi, l'entrepreneuriat, se lancer. Et c'est pour ça, souvent, il n'y a pas beaucoup de jugement, en fait. Ceux qui se sont lancés, ils savent ce que c'est, en fait. Moi, à aucun moment, je jugerai quelqu'un qui réussit ou qui réussit pas à être entrepreneur. Sincèrement, moi, il y a des jours où je me dis, mais qu'est-ce que je serais bien à être juste, je sais pas, auteur ou à rebosser dans une boîte. Et tout entrepreneur se pose la question, tu vois, en se disant, les jours où tu fais ta compta dans le blanc des yeux, et c'est réel en fait, et c'est pas grave. Mais en parallèle, on aura tellement appris de choses, et ça, c'est vrai, tu sais, ces phrases qu'on pouvait lire, c'est le chemin qui compte, tu vois, qu'est-ce qu'on les a lues. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on ne les comprenait pas avant d'avoir fait le chemin. En fait, une fois que tu fais le chemin, tu dis, mais oui, c'est bien sûr, je comprends, moi aussi, je vais dire la même chose. C'est couillon, je l'ai lu, je l'ai dit, tout le monde le dit. Mais effectivement, c'est un tel apprentissage, en fait. Et c'est pour ça que si on valorise l'apprentissage, entre guillemets, toute année est intéressante. Tout à fait. Je suis tellement d'accord avec toi. Oser se dire à un moment donné, je suis fatiguée d'être freelance, je réintègre un groupe, voilà, et demain, c'est quoi la prospective demain? Enfin, si les prospectives suivent les tendances américaines, mais il y aura tellement plus de freelance en plus. Et du coup, l'anecdote deviendra la norme. Soyons à l'aise avec ça, c'est aussi ça, soyons à l'aise en fait. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, il y a des choses qui correspondent à des personnalités différentes. Tout à fait d'accord, j'adore. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis quelqu'un et j'aime beaucoup les citations. Et pour mon anniversaire, l'année dernière, on m'a offert un petit pensée positive. Donc chaque jour, tu sais, j'ai une petite citation. Mais moi, j'adore, tu vois, et pour le coup, en fait, c'est presque notre intellectualisme qui vient nous dire non, c'est trop simple, en fait. Non, mais attends, tes émotions, ta réflexion, ta créativité, tu crois pas que c'est hyper important, en fait? C'est quoi ton regard? Parce qu'il y a des gens qui sont très critiques des citations, en fait. Mais c'est quoi ton regard et ton jugement? As-tu vraiment compris, en fait? Tiens, as-tu vraiment compris l'impact d'une pensée négative? T'es-tu intéressé au biais cognitif? Non, mais attends, es-tu certain que c'est vraiment bête? Attends, quand même. Et ça, c'est du jugement à court terme sous preuve, enfin, sous couvert d'un pseudo-intellectualisme. Enfin, moi, il y a des citations que je comprends en 2021 de façon très différente comparée à 2011, hein. Oui. Parce que j'ai évolué, parce que des mots, ça résonne, parce que tu as toujours plusieurs sens, parce que tu as mené une réflexion. Donc, en fait, une citation, elle peut te faire toute ta vie, en fait. Et parce que c'est le bon mot qui te permet de grandir. Et ça, et les textes, c'est fait pour grandir, en fait. Et c'est vrai que ces jugements rapides, j'ai failli tomber dans le piège, hein. C'est pour ça que je le dis. J'ai vraiment, vraiment failli tomber dans le piège. Alors maintenant, c'est plus facile parce que maintenant, comme j'écris, j'ai plein de mots qui me viennent, en fait, dans tous les sens. Mais je lis, je sais pas, 15 fois plus que j'écris, en fait. Et ça, ce pouvoir de la lecture qu'on a beaucoup de mal à faire, hein, souvent quand on est indépendant, parce qu'on est stressé, parce qu'on ne se donne pas la permission d'eux, parce qu'on se dit que ce n'est pas prioritaire, mais dans la lecture, il y a tellement de parallèles à faire, tant avec l'entrepreneuriat qu'avec nos business, et quel que soit notre métier, hein, qu'on soit coach, consultant, même RH, directeur achat, il y a tellement de parallèles à faire qu'il ne faut pas qu'on se prive de lire, hein. Et dans la lecture, j'ai jamais trouvé sur Internet l'exact propos des mots que j'ai pu lire dans un vrai livre, en fait, qui fait 600 pages. Bah ouais, mais lire le livre de 600 pages, ça prend un paquet d'heures, mais vraiment redonner du pouvoir à la lecture, je crois que c'est primordial, en fait, dans notre compréhension du monde et de ce qu'on fait. C'est vrai, c'est vrai. On devrait prendre plus le temps. Ouais, ouais, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, je trouvais ça marrant, enfin je sais plus qui c'est, ou je sais plus si je me suis fait la réflexion, c'est, tu sais, on fait que de dire qu'on n'a pas le temps, et puis tu regardes ton temps d'écran, c'est 5 heures par jour, tu vois, tu te dis, mais vous êtes mignons, quoi, enfin, ah, c'est à quel moment on dit qu'on n'a pas le temps? Et maintenant, à chaque fois que je me surprends en train de dire j'ai pas le temps, en général, je me reprends en disant j'ai pas pris le temps. C'est pas C'est pareil. ça. C'est ça, c'est ça. Et ça, je pense que c'est un grand... Et puis, il faut assumer de ne pas avoir envie de faire certains trucs, en fait. Tu vois, moi, je parlais de la compta. Enfin, moi, il y a les emails, ça m'angoisse. La compta, ça, voilà, ça... il y a des trucs qui m'angoissent. Je me dis que j'ai pas eu le temps de le faire. Non, non, c'est juste que tu as préféré faire autre chose, en fait. La réalité, c'est voilà. Alors bon, il y a des fois où on est vraiment ric-rac en termes de prod. Voilà, il y a des moments où c'est pas si binaire que ça. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce partage. C'est génial.
génial, j'aime beaucoup. Et je partage énormément ton point de vue, donc c'est génial. J'aimerais finir quand même sur un point. En général, je finis mes épisodes sur quelque chose d'actionnable Ouais. que les gens peuvent vraiment mettre en pratique tout de suite. Pour toi, pour être du coup bien dans son business et pour cultiver l'optimisme au quotidien, qu'est-ce que les personnes qui nous écoutent pourraient faire, mettre en place dès aujourd'hui? Alors, il y a quelque chose qui pour moi est facile à mettre en place, mais qui demande du temps avant, c'est de parler de sa vision de la société et de ses valeurs. Le problème, c'est qu'il faut les connaître. C'est-à-dire que les valeurs, c'est pas forcément l'altruisme, la sauvegarde de la planète et des causes aussi nobles que ça, hein. Il y en a, on les a, il y en a qu'on n'a pas. Mais de se dire, bah voilà, qui je suis en tant qu'être, en fait, ça m'anime, en fait. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tout à l'heure, je parlais un peu un bateau là où il fallait qu'on ait la vision. Bah ça nous permet de nous poser, de nous ancrer et que entre soi et son concurrent, en fait, on perdra immédiatement le marché de quelqu'un qui pense à l'opposé. Par contre, on gagnera immédiatement le marché de celui qui partage la même valeur, en fait, en se disant, bah tiens, on va se comprendre au-delà du business. Parce que pendant très longtemps, on a voulu dissocier la vie pro et la vie perso dans le monde du travail. Genre, il fallait qu'on soit le plus neutre, tout le monde a la même présentation PowerPoint. Et moi aussi, je me suis fait avoir, hein. C'est pour ça que vraiment, je partage juste comment ça s'appelle, des inputs voilà, que j'ai pu avoir. Tu sais, nous, on est vraiment très colorés, on a des polices qui sont un peu décalées. Puis à un moment donné, on s'est dit, ah, ça fait peut-être pas sérieux quand même. On est revenu genre à des présentations ultra enfin voilà, ultra banales pour répondre. Parce qu'en plus, on nous disait, bah ouais, mais tu vois, les gens qui t'achètent, c'est quand même des patrons, des machins. Tu peux pas leur présenter un truc comme ça. Ouais, bah, la réalité, c'est qu'en fait, le contenu est le même. C'est-à-dire que la réalité, c'est que ce qui est l'intelligence derrière va être la même, en fait. Enfin, le biais d'intelligence, parce que c'est pas être plus intelligent, c'est qu'une autre, voilà, une autre vision va être la même. Et du coup, ben, j'étais revenue à des trucs hyper classiques. Alors que moi, je préfère l'enthousiasme et la curiosité, en fait. Et du coup, on me disait, ah non, faut pas parler voilà, faut pas parler, faut aller straight to the point, etc., etc. Donc, tu vois, vraiment, ce qu'on t'apprend très souvent, en fait, en termes de de marketing et autres. Et là, à un moment donné, je me suis dit, bah ouais, enfin, sauf que là, bah, ça ne nous correspond pas. La réalité, c'est que il était beau le PowerPoint, hein. Il était beau, mais enfin, pour moi, il ne correspondait ni à notre personnalité, ni à notre philosophie. Il n'était pas marrant, il n'était pas décalé. Et du coup, bah, comment est-ce qu'on pouvait escompter à avoir des gens qui allaient nous dire, eh, vous êtes suffisamment tarés, venez, on va bosser ensemble. Parce que quand on est revenu à notre PowerPoint d'avant, alors déjà, des PowerPoint, on n'en voit pas très souvent, hein. C'est vraiment allez, on est tarés, on va faire des trucs ensemble. Parce que généralement, c'est un peu comme ça que je bosse avec des gens aujourd'hui, hein. Et ben, on s'est rendu compte que finalement, on n'avait plus les personnes qui nous correspondaient. En fait, on n'allait rien leur apporter parce que tout notre côté décalé, en fait, il allait se retrouver moulé par quelqu'un qui n'ose pas le décaler. Donc, c'est-à-dire que même nous, si on proposait du décalé pour aller le dérouler en interne, ils n'allaient pas oser le faire. Donc, ça n'avait aucun sens. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'oser, en fait, cette différence. Elle l'éloignera immédiatement des gens, mais enfin, vraiment, à toute personnalité, il en correspond d'autres, hein. Et c'est ça aussi, de se connaître, de s'assumer, de se dire, ben ouais, je ne vais pas gagner tous les marchés, et puis je n'en ai rien à foutre, en fait. De toute façon, je n'ai pas la capacité de tous les faire. Et du jour où on s'est foutu la paix, où on a été de plus en plus nous, en fait, bah, on a été de plus en plus, je pense, vraiment décalé, tu vois, sur les réseaux sociaux, ça se voit quand même, hein, on est décalé, on est les différents, tu sais, on est les différents du système, les gens comprennent toujours pas comment ça marche, on est étudié maintenant dans des écoles, parce que les écoles, c'est quoi, pourquoi en fait? Comment ça se fait qu'ils ont l'oreille des grands patrons et qu'en parallèle, ils sont en train de nous faire des citations vertes fluo sur fond jaune quand ils foutent pas du rouge et des citrons qui dansent, tu vois? Et en fait, c'est ce décalage en fait qui pour moi est intéressant parce que, bah, disons ce qui est, du business, il n'y a pas de problème, on en a. Tu vois, enfin, il n'y a pas de problème, on en a. C'est pas il n'y a pas de problème, on en a. C'est que du jour où on a montré bah, que nous, c'était ça, en fait, tu vois, c'était ça,
eh ben, les gens sont venus tout seuls en disant « Oh, vous avez l'air taré, je m'emmerde dans ma boîte, je pense qu'il faudrait qu'on bosse ensemble, ça va un peu secouer tout le monde, vous allez mettre les pieds dans le plat, ça va être marrant, ça va être marrant. » Et du coup, c'est pour ça que cette notion d'authenticité, alors sans aller jusqu'à notre extrême, hein, parce que pour le coup, il faut quand même l'assumer, hein, le citron qui danse, certains jours, les trucs franchement décalés, tu sais, de temps en temps, tu te dis, ça commence à être accueilli. Mais c'est ça qui fait notre force et qui fait notre faiblesse, notre énorme faiblesse pour d'autres. Et ça, soyons très à l'aise. Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est de chercher son, comment s'appelle, Vincent Invosdi, qui est poète en entreprise. Il a inventé le métier de poète en entreprise, Vincent. Il parle du point G, en fait. C'est trouver là où on a un truc génial, et on a tous un truc génial, en fait, hein. De temps en temps, c'est parce qu'on est super bon à la trompette. Enfin, voilà, et se dire comment je vais exploiter. Lui, il est fan de poésie, de slam, de rap, etc. Il fait faire des poésies dans des grandes conventions qui dépendent de l'ONU, je crois. Enfin, bon, des trucs de dingue, en fait. Mais la réalité, c'est que pour tout, il y a des gens qui ont envie d'eux. Et par contre, il faut l'exprimer parce que on s'auto-crée des normes. Parce que si on n'ose pas soi-même, pourtant, nous, on est décalés à la base, hein, mais même nous, on est rentrés dans le moule à un moment donné. Tu vois, il nous a fallu, je sais pas, 1 an et demi pour se dire, non, mais attendez, on va revenir au PowerPoint qu'on avait parce que sincèrement, moi, c'est ça qui nous correspondait le plus, en fait. Mais souvent, et c'est marrant, hein, parce que quand tu as du recul entrepreneurial, tu te dis, mais tes idées du début, c'était les bonnes, en fait. Et on t'a mis tellement d'input, tu vois, parce que tu avais peut-être cette naïveté de te dire que ça allait marcher, puis on t'a dit tout ce qu'il fallait faire. Plus tu t'es homogénéisé à ce qu'il fallait faire, plus du coup, tu deviens comme les autres. Et là, tu n'as plus de valeur ajoutée. Et du coup, toujours revenir à sa première idée, on se disait, mais attends, mais moi, j'aurais fait ça, j'en aurais eu envie de ça. Donc, oser être soi, en fait. Bah ouais, oser sa différence, en fait. Ouais. Oser sa singularité. Et pour toute singularité, il y a des gens qui vont aimer et il y a des gens qui ne vont pas aimer. Et ça, c'est être à l'aise avec ça. Ouais, j'adhère à 300%. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Pauline. J'espère avoir donné des conseils. Et vraiment, vraiment la limitation qu'on se met en se disant c'est pas politiquement correct. Ouais. Mais bon, par rapport à qui, en fait, le centre de gravité d'une norme peut se déplacer. Moi, les trucs aseptisés où on m'explique comment devenir millionnaire en 3 semaines, bon, ok, au bout d'un moment, ça va marcher pendant 6 mois. Quand les gens vont être au creux de la bague, ils vont y croire, tu vois. Puis après, ils vont bien se rendre compte que c'est pas ça le concept. Et du coup, l'enjeu, c'est vraiment de se dire, bah, voilà, c'est quoi ma valeur ajoutée? Et c'est pour ça d'être droit dans ses bottes, d'être droit avec, voilà, d'avoir ses valeurs, bah, ça permet les excentricités. Parce qu'à un moment donné aussi, il faut aussi accepter, et je vais peut-être finir par ça, c'est que bah, on peut se dire qu'en fait, ce qu'on est n'a aucune utilité pour les autres. Et plutôt que d'essayer de faire semblant d'avoir une utilité, de se dire, mais attendez, je vais avoir une utilité sur autre chose dans ce cas-là. Et de se dire, on arrête ce truc-là et je vais aller sur un truc où j'ai plus de valeur ajoutée plutôt que d'essayer de paraître, de mettre les mots que les autres mettent et puis en se pervertissant, en s'éloignant de plus en plus de ce qu'on proposait, en fait, et de se dire, mais attendez, bon, plutôt d'aller chercher, ok, c'est quoi mes autres capacités, c'est quoi mes autres singularités, c'est quoi mon autre différence sur laquelle, mais attendez, là, je vais pouvoir capitaliser. Et puis peut-être dernier truc, et je vais arrêter, c'est on a souvent l'impression qu'on va faire en 6 mois, en fait, ce qu'on fait en 6 ans, tu vois. Et pourtant, et je crois que c'est Steve Jobs qui disait ça, tu vois, on surestime ce qu'on peut faire à court terme et on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme. Pour le coup, voilà, on est en 2021, j'ai encore des trucs que j'avais sur ma to-do. Donc le site est sorti en 2016, mais ma to-do date de 2015. J'ai encore des trucs sur ma to-do, en fait. Donc voilà, il faut être aussi très à l'aise avec ça. On a mis des contenus avec Eva dans mon équipe qu'elle avait écrit en 2015. Le site n'existait pas, en fait. On s'était dit, tiens, on va faire des tests. On a écrit ça en 2015, on l'a ressorti en 2021. Donc, c'est aussi ça, avoir une notion du temps, une humilité face au temps en vous disant, il y a des trucs que j'apprends, je ne me rends pas compte, ou il y a des trucs que je fais, je ne me rends pas compte, mais ça me servira dans 5-6 ans, peut-être. Voilà, c'est ça, et se dire qu'en fait, on ne peut pas maîtriser la temporalité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut assumer, voilà, de se dire...
la temporalité, on n'aura pas, voilà, moi j'ai 100 000 personnes sur certains réseaux, je sais même pas comment ils sont arrivés. Au démarrage, je me suis dit, je veux absolument avoir des gens. Tout d'un coup, je me suis dit, non, laisse tomber, c'est pas possible d'avoir des, d'avoir des gens. Puis je me suis dit, rien à foutre, allez, je vais. Et tout d'un coup, ces gens sont arrivés, en fait. Donc, tu vois, très souvent, c'est pas du tout quand on qu'on l'a attendu que finalement ça arrive, et d'être à l'aise avec le temps. En fait, c'est ça. Et c'est vrai que le seul truc à gérer quand on est probablement indépendant, c'est le flux financier. Tant que tu as un petit peu de flux financier, tant que tu as... Et c'est pour ça, le seul truc qu'il faut peut-être monitorer, c'est se dire, avec c'est quoi mon minimum viable, comment je peux dégrader ma qualité de vie. Il faut aussi le dire, hein, souvent au démarrage, on dégrade de la qualité de vie, on vit en collectif, on retourne chez les parents, on vit dans moins grand, enfin voilà, et voilà, il y a des situations familiales, faut le dire, faut oser le dire, hein, quand on est entrepreneur. Tous les entrepreneurs te le diront volontiers, hein. Mais attends, moi aussi au démarrage, j'ai dégradé, j'ai divisé mon salaire par 5, et on n'ose pas l'admettre en fait au démarrage, hein, parce que c'est dur, puis tu as généralement le train de vie que tes moyens financiers te donnent, et puis du coup tu te dis mais je pourrais plus faire tout ça. Enfin, vous en faites pas, de toute façon quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez plus le temps de faire tout ça, donc tout va bien. C'est plus la peine d'avoir autant de pognon qu'avant, voilà, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, c'est aussi être à l'aise avec ça et se dire ok, c'est quoi mon pire scénario? Mon pire scénario pour moi, sincèrement, c'est de vivre dans un co-living avec des gens, j'adorerais, donc tout va bien en fait. Tu vois, c'est ça qu'il faut aller, et du coup tu n'as plus d'angoisse en fait à ce moment-là, c'est d'enlever cette peur en fait, parce que pour moi la peur c'est un flux bloquant en fait qui fait que ça te bloque l'énergie. Alors, parce que je viens de la physique quantique au démarrage et de la physique chimie, je suis diplômée là-dedans, et du coup pour moi, c'est des flux. Il faut se libérer des flux en se disant, de toute façon, l'argent, ça passe, en fait. Tu vois, la connaissance, ça vient, ça passe. En fait, tout est fait pour être un flux, et il faut rien retenir. Et retenir la peur, voilà, faut être très à l'aise avec ça. J'ai envie de vous dire, si vous saviez les émotions, et puis voilà, je connais plein de gros entrepreneurs qui sont ceux que tout le monde idole voilà, en France, autant vous dire, c'est pas du tout la réalité qu'on voit de l'extérieur. Tout le monde a vécu mais des périodes qu'on n'imagine même pas. Et quand on les rencontre, les gens ne les croient pas en plus. Tu vois, c'est le paradoxe en me disant, bah ouais, mais de toute façon, il les raconte a posteriori quand ça va bien. Donc, tu vois, il y a une sorte de décalage. Donc, voilà. Mais soyons à l'aise et gérons tout ça comme un flux de connaissances. Duc Jung, d'ailleurs, en parle de façon assez intéressante. Il théorise les 5 flux. Donc, le troc, je crois qu'il dit la connaissance, l'amour, et je ne sais plus quel est le 5e, mais c'est... Voilà. Okay. Moi, j'ai toujours vu une entreprise un peu comme ça. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage, c'est super riche, et je pense que les gens qui vont écouter vont beaucoup apprécier. Eh ben j'espère que ça aura donné des petits tips et décomplexer certains. Parfait, merci beaucoup. Merci Pauline. À très vite, au revoir. À très vite, belle journée à tous. Et voilà, cette interview avec Catherine Testa est terminée. Donc comme vous le voyez, beaucoup de valeur. J'ai été ravie de pouvoir échanger avec Catherine sur ce sujet-là qui pour moi est très très important et fait vraiment partie de mon quotidien, de mes valeurs également et de qui je suis en fait tout simplement. J'aurais du mal je pense à vous résumer vraiment tout ce qu'on s'est dit tellement les échanges étaient riches et intenses. Mais je vais finir sur un message et sur ma propre conviction. Je suis intimement convaincue que le monde a besoin de chacun d'entre nous et qu'on peut tous contribuer à notre niveau à un monde meilleur tout simplement, et qu'on a tous un impact également positif sur la vie de quelqu'un, que ce soit votre mari, votre femme, vos enfants, vos amis, vos collègues, votre famille, les gens que vous côtoyez, peu importe, mais on a tous un impact positif sur la vie de quelqu'un. Par contre, souvent on s'oublie soi. On a tendance à s'oublier du coup soi-même, et je pense que la première personne sur laquelle on peut et on doit avoir un impact positif, c'est soi-même. Et ça, c'est mon intime conviction en tout cas. Prendre soin de soi, c'est tellement important. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne sait pas d'abord prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous, osez être vous-même, osez vous mettre en avant, oui, mais osez être vous en fait, tout simplement. Et puis voilà, je vous souhaite du coup une très belle semaine. N'hésitez pas à me dire vos retours du coup sur cet épisode de podcast. Je serai super ravie, comme à chaque fois, d'avoir vos retours, vos suggestions, vos feedbacks. Vraiment, votre retour à chaud me fait toujours très très plaisir. Donc j'attends avec impatience vos avis. Et puis moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis du coup, à lundi prochain. Bye bye.